La légitimité de l'action politique. Cours de philosophie politique. Une action politique est une action dont l'enjeu principal se situe au niveau de la société dans son ensemble. L'action politique a deux fondements qui lui donnent sa légitimité. La visée du bien commun d'une part, et l'assentiment des gouvernés au régime et aux décisions politiques d'autre part. La légitimité requiert ces deux dimensions qui sont complémentaires. D'abord, le respect de la finalité du politique, et ensuite la reconnaissance de l'autorité de ceux qui l'exercent. Ni la seule volonté populaire, ni la seule volonté de réaliser le bien commun ne suffisent. Les deux sont nécessaires. Si un de ces fondements manque, l'action politique manquera de force intrinsèque et finira par recourir à la violence pour s'exercer. Le bien commun est le propre du politique, c'est le bien du corps social, qui ne peut se réaliser que dans sa dimension collective. Il vise ainsi, par exemple, la prospérité, la concorde, le bonheur public. Ce n'est aucunement la morale qui vise le bien de la personne, c'est-à-dire son bonheur personnel. L'enjeu de la morale se situe au niveau de l'individu et de ses relations directes et proches, ses amis, sa famille, son travail, ses activités, sa vie intérieure. Dans le monde actuel, la gestion des grandes organisations comme les entreprises ou les associations relève à la fois de la morale et de la politique. De la morale sur le plan du travail des personnes qui y œuvrent et de la politique sur le plan de l'impact social de leurs activités. Le bien commun comprend trois axes majeurs et complémentaires: la justice rétributive, la justice distributive et la paix civile. En effet, la justice et la paix sont les vertus qui maintiennent une société. La justice rétributive est le pendant social de la responsabilité personnelle. Elle agit en positif et en négatif. Elle permet de bénéficier des fruits de ses réussites et fait porter les conséquences de ses erreurs. Au contraire, un système social où les bénéfices sont privatisés et les risques socialisés incite à des comportements qui le sapent. Il est donc voué à l'effondrement. Le juge est l'agent principal de la justice rétributive. La dérive d'un système politique dominé par la justice rétributive est le gouvernement des juges qui conduit à l'immobilisme politique. La justice distributive concerne l'équité, donc le respect des droits des personnes, notamment des droits fondamentaux, vivre, être libre, circuler, travailler, se marier, penser, croire, s'exprimer, posséder, se réunir. Il concerne également l'engagement des devoirs correspondant à ces droits et la proportionnalité dans les fortunes qui est nécessaire à la cohésion sociale. Les principaux outils politiques de la justice distributive sont les règles de droit et de propriété et l'impôt. La justice distributive ne s'oppose pas à la justice rétributive, mais la pondère, car cette dernière ne prend pas assez en compte les hasards de la naissance et de l'existence. L'administration est l'agent principal de la justice distributive. La dérive d'un système politique dominé par la justice distributive est l'arbitraire administratif, qui se caractérise par l'étouffement de la vie sociale et des libertés. Les excès dans la défense de la liberté affaiblissent les libertés, et les excès dans la défense de l'égalité accroissent les inégalités concrètes. Nombre des critiques de l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, relèvent de cet ordre de la critique de la justice distributive. La violence est inhérente à la condition humaine. Il est illusoire et dangereux de vouloir l'éradiquer. Il convient de la maintenir et de la canaliser pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. La paix n'est pas l'absence de conflits, mais leur maintien à une faible intensité. La paix civile concerne aussi bien les conflits internes qu'externes, qui ne doivent se déclarer qu'en dernière extrémité et être menés avec pondération et en épargnant autant que possible les populations civiles.
Les forces armées et de police sont l'agent principal de la paix civile. La dérive d'un système politique dominé par la recherche exclusive de la paix ou de la sécurité est l'état militaire ou policier qui conduit finalement à la guerre permanente en entretenant un climat de violence. Là encore, la recherche d'un bien absolu aboutit au résultat inverse. L'assentiment des gouvernés aux gouvernants et aux décisions politiques est un pilier essentiel de l'action politique. On parle aussi de consentement ou de reconnaissance. Le point essentiel est que l'autorité politique ne s'impose pas par la force, mais elle doit aller de soi auprès des gouvernés. Cet assentiment repose sur plusieurs fondements: l'existence d'accords politiques, un système efficace de nomination et de contrôle des gouvernants, la confiance dans la décision politique et l'existence de moyens d'expression adéquats de la volonté collective. Le premier fondement de cet assentiment est l'existence d'un corps social que l'autorité politique manifeste, représente, protège et renforce. Un corps social signifie un sentiment d'appartenance partagée et une identité culturelle. Il s'ancre généralement dans un territoire qui le marque de son caractère. Sans ce socle d'une communauté, c'est la politique même qui perd son sens. Le premier volet de cette communauté est celle des gouvernés entre eux. Ils font peuple, ils sont un peuple, le peuple dont l'autorité politique est le pendant. Sans peuple constitué, aucune politique n'est possible puisque le bien du peuple est l'objet même de l'action politique. Le second volet de cette communauté est celle des gouvernés avec leurs gouvernants. Gouvernés et gouvernants font généralement partie de cercles sociaux différents, mais il est crucial qu'ils restent membres de la même communauté politique, qu'ils aient un destin commun. Toute fracture sociale entre un peuple et ses élites conduit fatalement à un effondrement politique. Cette question est particulièrement sensible aujourd'hui, où les élites se sont souvent détachées de leur population d'origine pour se reconnaître dans la communauté des classes supérieures mondialisées. Le risque afférent à une trop forte prégnance du peuple sur l'action politique est bien connu, la tyrannie de la majorité, qu'il s'agisse de démagogie ou d'autocratie. C'est un régime où les passions de la foule l'entraînent à des excès dangereux, voire à sa perte. Ce risque est celui des populismes. L'autre risque est l'exacerbation de la morale commune dans un moralisme social devenu prédominant. Ce moralisme sera généralement porté par un gouvernement informel mais réel des clercs, au sens des instances en charge de la moralité publique, qui ont pu être des prêtres et qui peuvent être aujourd'hui des chefs de parti, des éditorialistes ou des professeurs. Donc, par un cléricalisme. La désignation des gouvernants est au cœur de tout régime politique, c'est logiquement la question la plus visible et la plus débattue. Il existe de nombreux centres de pouvoir, local, régional, national, supranational, administratif, législatif, judiciaire, militaire, économique, entrepreneurial, associatif. La question des modalités de désignation des différents dirigeants, qui est nommé, par qui et de quelle manière, puis la question de leur contrôle et de la régulation se pose pour chaque lieu d'autorité. Pour y répondre, de très nombreuses options sont possibles: la succession, la nomination, la cooptation, l'élection, le contrôle par une autorité, par une institution, par un corps électoral, l'indépendance, la responsabilité devant une entité, le mandat à durée limitée, etc. En raison du grand nombre de centres de pouvoir dans les sociétés complexes actuelles, aucun régime ne fonctionne sur un mode unique de désignation et de contrôle des dirigeants. Par exemple, un pays peut avoir une monarchie successorale à sa tête, une démocratie parlementaire pour son gouvernement et des juges sélectionnés sur concours. Pour un bon fonctionnement du régime, quel qu'il soit, les procédures de désignation de ses gouvernants doivent être considérées comme légitimes et efficaces. Cette conviction autoréalisatrice est essentielle. Et ces procédures de désignation doivent se dérouler avec une clarté suffisante pour être reconnues comme valides, d'où la transparence dans les procédures électorales ou la publicité de la naissance des monarques. Les dévoiements en matière de nomination et de contrôle des dirigeants sont classiques: la tyrannie des élites, oligarchie ou plutocratie,
et le despotisme, c'est-à-dire la captation du pouvoir par un petit nombre au service de ses intérêts propres. L'assentiment social nécessite également une confiance dans la décision politique, confiance dans la compétence des décisionnaires et confiance dans la fiabilité des processus de décision. Il est souvent exigé des dirigeants politiques une transparence sur leur patrimoine et sur leurs éventuels conflits d'intérêts. Ceci est utile, mais ne garantit nullement la qualité de la décision politique. L'exigence de transparence doit aussi et surtout s'appliquer au processus de décision, car c'est cela qui importe in fine pour le bien commun. Quand la décision politique devient gravement défaillante, il s'agit dans un premier temps de corruption, tant que le régime se maintient, puis d'anarchie quand il se délite. L'assentiment social nécessite enfin que la volonté populaire s'exprime. Celle-ci peut se manifester de nombreuses manières, par les votes, par les sondages, par l'opinion publique, la presse, les réseaux sociaux, les mouvements sociaux, etc. Le risque est la captation des moyens d'expression de la volonté collective par des minorités actives qui se substituent ainsi au peuple en se parant de sa légitimité. La tyrannie des minorités actives est au fondement de nombreuses révolutions. La démocratie apporte une solution globale à la question de l'assentiment social, d'où sa force. Bien réglée, elle favorise l'inclusion des élites et du peuple, le bon choix et le contrôle des gouvernants, fiabilise la décision politique et manifeste la volonté politique. En raison du grand nombre de décisions à prendre et de la complexité des sujets sociaux, la démocratie représentative, l'élection de représentants du peuple, s'est imposée comme la meilleure solution pratique pour l'action politique. Toutefois, la démocratie directe, le référendum, reste la référence pour prendre des décisions politiques majeures, notamment au niveau local, mais aussi au niveau national, quand le peuple a atteint un niveau suffisant d'éducation et qu'il existe des médias pluralistes. La démocratie se révèle particulièrement efficace en proximité, où elle peut s'exercer de manière plus directe. La démocratie locale constitue ainsi un socle sain pour les autres niveaux de pouvoir. En revanche, les vastes ensembles politiques ne permettent pas un bon exercice de la démocratie au niveau central, qui est souvent contourné soit par le plébiscite, soit par les élites via la manipulation de la représentation. La complexité des grands ensembles génère un grand nombre de lieux de pouvoir. Il est essentiel que chacun ait un périmètre propre, déterminé, chaque domaine ayant son autorité de référence. Mais aucun de ces pouvoirs ne doit être absolu. Tous doivent se compléter, s'équilibrer et se contrôler dans une logique de checks and balances. Merci.